Alors, bon, le pouvoir du contenu, je pense que je ne vous fais pas un dessin, c'est énorme. Euh, les créateurs de contenu jouent un rôle considérable. Le contenu est roi. Il façonne les opinions, il dicte les tendances et en même temps, il redéfinit la manière dont les entreprises interagissent avec leur public. Comment créer du contenu authentique? Quelle plateforme utiliser pour maximiser la portée de ses messages et l'impact de sa communication? Comment collaborer efficacement avec les créateurs de contenu, mais voilà, tout en amplifiant ses messages? On va voir ça avec mes intervenants que je vais appeler à nous rejoindre. Alors, elle est présidente de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC, et elle est fondatrice d'une agence de créateurs et de créatrices de contenu. Bienvenue à vous, Karine Fernandez. Il est DJ et entrepreneur. Je suis très heureuse de recevoir Cut Killer. Il est producteur de cinéma, auteur et partenaire de longue date de Cut Killer. Merci d'accueillir Emmanuel Prévost. Il est le fondateur et le président du groupe d'essai DC Compagnie, qui possède entre autres le Gorafi, les Éclaireuses, Bioboss. Non, c'est qui la bosse. Mais aussi, il vient de racheter Combini. Bienvenue à vous, Geoffrey Larocca. Et enfin, il est directeur de création musique du groupe Publicis en France. Venez nous rejoindre, Christophe Corret. Alors, je vais commencer avec vous, Geoffrey Larocca. Vous êtes le fondateur donc, du groupe DC Compagnie. Vous avez racheté récemment Combini, qui est le média de pop culture et de divertissement qui est influent sur la cible des 15-30 ans. Pourquoi les marques font-elles appel à vous? Bonjour à tous. C'est une vaste question. Ça fonctionne bien, non? Oui, je pense qu'il faudrait le coller. Non, peut-être pas sur la bouche. Peut-être pas sur la bouche, sur le menton, ouais. Comme ça. Vaste question, alors. Ça marche ou pas? On vous entend bien? Non? C'est bon? Oui? Alors on y va. Très bien. Vaste question. Je vais d'abord répondre sur la question plutôt globale, c'est-à-dire pourquoi les marques doivent faire confiance à des marques médias, en tout cas présentes sur les réseaux sociaux et des plateformes sociales. Et après, je vous parlerai peut-être spécifiquement de mon groupe et de ce qu'on fait chez Combini. Je pense qu'il y a une triptyque qui est très importante aujourd'hui pour les marques. C'est la triptyque audience, impact et engagement. Quand on n'a pas compris ces trois sujets, on peut difficilement se projeter dans ce nouvel écosystème qui a profondément changé ces 10 dernières années. Et je peux en témoigner, j'ai commencé moi comme journaliste il y a une quinzaine d'années et j'ai vu cet écosystème se transformer énormément. L'audience, il faut comprendre où elle est aujourd'hui. Vous parliez effectivement des 15-30 ans, mais globalement, il y a quand même une rupture entre les plus de 50 ans et les moins de 50 ans aujourd'hui. Si je vous pose la question dans la salle de quelle est la moyenne d'âge d'un téléspectateur de quotidien sur TMC, moi j'ai parfois posé ces questions à des gens autour de moi, on me dit 35 ans, 30 ans, etc. Alors qu'en fait c'est 52 ans. 52 ans, donc on a l'impression qu'on cible les jeunes, et en fait vous avez les plus de 50 ans qui regardent énormément la télé, et les moins de 50 ans qui sont majoritairement en fait simplement sur ça, sur leur mobile, toute la journée. Une fois qu'on a compris que l'audience était sur mobile, il faut voir ce qu'elle y fait. Elle est majoritairement sur les plateformes sociales, de plus en plus. Les plateformes sociales évoluent beaucoup, on parlait de Facebook il y a quelques années, ensuite Instagram, maintenant TikTok, il y a même une plateforme qui se développe pas mal en ce moment, qui a été créée par des Français, qui s'appelle BeReal. J'étais en train de faire un BeReal avant de rentrer sur scène d'ailleurs. Il faut comprendre où se trouve cette audience, il faut comprendre ce qu'elle consomme ensuite sur ces plateformes. Et elle consomme différents types de contenus. Celui que vous allez produire, ce qu'on appelle l'UGC, le contenu produit par les utilisateurs. Celui qui va être produit par des influenceurs qui sont un peu comme vous et moi, mais qui ont un peu plus de followers que vous et moi. Et puis celui des médias, c'est-à-dire des organisations installées, qui ont une responsabilité d'ailleurs pénale sur tout ce qui est diffusé. Moi je suis directeur de la publication des médias de mon groupe. S'il y a le moindre sujet, je suis convoqué à la 17e chambre du tribunal, j'ai cette responsabilité pénale. Donc quand on a compris cette structuration d'audience, je pense que les marques sont plus à même de savoir un peu où ils doivent un peu investir. Alors Combini. Combini spécifiquement, effectivement, c'est un média très puissant sur la cible des 15 à 35 ans, je dirais même un peu plus largement sur les moins de 50 ans.
On a une spécificité qui est le fait d'être un catalyseur culturel. Aujourd'hui, c'est le premier média pop culture, énormément consommé sur toutes les plateformes. Globalement, c'est 40 millions de followers, 4 milliards de vidéos vues par an, ça fait quasiment 10 millions par jour. Donc quand je parlais d'audience, il faut comprendre, une fois qu'on a cette audience, que pour avoir de l'impact, il faut être sur des médias particuliers, comprendre les formats. Je pense que c'est la spécificité de Combini et des autres médias du groupe que sont le Gorafi et les Éclaireuses, c'est de s'adapter au format, à la forme particulière. On ne fait pas la même chose sur TikTok que sur Instagram, on ne fait pas la même chose sur un site internet ou dans une newsletter qu'on fait sur d'autres réseaux sociaux. Et ensuite, l'engagement est important. Comment on fait pour avoir de l'engagement? Il faut avoir déjà un collectif, s'appuyer sur des femmes et des hommes qui composent l'entreprise. Aujourd'hui, Combini, les Éclaireuses, c'est un ensemble de collaborateurs qui sont avant tout des créatifs et qui ont cette capacité d'être le symbole de ce catalyseur culturel. Et c'est ça qui crée l'engagement de la communauté. Et je vous donne un chiffre, nous, c'est 100 millions de likes par an. Donc ça démontre l'engagement de tous les contenus qui sont produits à travers le groupe. Merci Geoffrey. Donc, je vais me tourner vers vous, Karine Fernandez. Vous avez fondé donc une agence qui représente des créatrices et des créateurs de contenu. Pourquoi les marques font-elles appel à vous? Pour rebondir, et bonjour à tous déjà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, aujourd'hui les marques ont un moyen presque unique d'atteindre cette fameuse population de moins de 35 ans, c'est les réseaux sociaux. Donc elles font appel à nous, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont émergé et tout un chacun a été en mesure parfois sans le vouloir, même au début quasiment toujours sans le vouloir, de fédérer une audience, de partager sa passion, d'avoir plein de gens qui suivent ces gens-là pour ça. Et donc, ils se retrouvent avec 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions d'abonnés. Et les marques ont compris qu'en passant par ces têtes d'affiche, par ces personnes-là qui fédèrent une audience qui est pile poil dans la cible que la marque essaye d'atteindre, ils ont la possibilité de communiquer auprès de cette audience. Donc, ils font appel à nous pourquoi? Déjà pour ça. Et puis pour s'assurer que la relation finalement tripartite entre la marque, le créateur de contenu et nous se passe au mieux. Vous me disiez quand on a préparé que les KPIs étaient bien supérieurs à d'autres manières d'adresser ces populations. Ils sont supérieurs parce que les jeunes ne regardent plus la télé, ne lisent pas les magazines papier, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc forcément, sur un même investissement en télé ou sur les réseaux sociaux auprès des jeunes, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes KPIs. Mais la grande différence que vous allez avoir, c'est que les réseaux sociaux, nativement, sont construits pour vous partagez la totalité des statistiques liées à ce que vous publiez. C'est-à-dire qu'autant en télé, on ne va pas forcément vous dire tout de suite, voilà, il y a tant de personnes de tel âge à tel âge qui ont regardé, qui ont un centre d'intérêt plutôt moto, plutôt auto, ce que vous voulez. Alors que les réseaux sociaux, en un clic, donnent la possibilité aux créateurs de contenu que vous activez de donner cette information à la marque. Donc dès que vous postez un contenu pour votre marque par le biais d'un créateur de contenu, le lendemain, vous êtes en mesure de savoir quelle tranche d'âge a été touchée, pourquoi, comment, combien de fois elle a regardé, à quelle heure, à quel moment, et est-ce qu'elle l'a partagé à d'autres, etc., etc. Et ça, c'est des métriques qu'on n'a pas dans les médias traditionnels, en tout cas pas encore. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Cut Killer. Vous êtes une figure du hip-hop depuis des années. Comment vous mettez votre talent au service des marques? Bonjour. Dans un premier temps, on nous appelle parce que nous, social, enfin, je vais commencer parce que je bégaye un petit peu. On nous appelle parce que de manière intègre, on est intéressé par les médias parce que c'est très important. On a commencé dans un mouvement culturel hip-hop et puis après on a essayé de développer quelque chose qui est très important pour nous, c'est-à-dire notre intégrité. Et on va en reparler de ça, de votre intégrité. C'est vrai, je m'en mêle un peu. Et donc du coup, je suis un peu... Vous êtes un peu intimidé, ouais. Mais vous m'aviez dit, quand on a préparé, vous m'aviez dit, voilà, moi je fais du hip-hop au départ, voilà, c'était marginalisé le hip-hop, mais maintenant c'est mainstream, et donc, voilà, au départ, on voulait vivre de notre passion, vous m'avez dit, et maintenant c'est devenu un business. C'est devenu un business parce qu'effectivement, les marques se sont rapprochées de nous, parce qu'effectivement, ce mouvement culturel a été repris, notamment on le voit avec Pharrell Williams, LVMH, quand Michael Jordan fait une association avec Nike aussi. Là, ce qu'on défend, c'est effectivement, ce sont des valeurs, ce sont des directions aujourd'hui qui sont très importantes et on a besoin de nous. Donc du coup, on essaye effectivement d'apporter quelque chose qui est une sincérité.
Alors Manu Prévost, vous êtes producteur de cinéma, vous produisez des contenus audiovisuels depuis des années, pour le cinéma, pour la télé, mais vous collaborez aussi avec Cut Killer, avec Anouar, hein, c'est votre prénom Anouar, Exactement. votre vrai prénom. Exactement. C'est votre nom de scène Cut Killer en fait. Exactement. Voilà. Donc, avec Anouar Cut Killer, depuis des années justement pour les marques. Vous nous expliquez ? Bonjour. Déjà, au démarrage, en fait, tous les deux, on est DJ. J'ai été DJ avant Anouar. Vous aussi, donc en fait, vous l'avez formé. Je suis son tout petit papa, et c'est ce qui nous a permis, en fait, de nous retrouver. Et je le dis toujours, en fait, on s'est rencontrés sans se connaître au départ en 1992 lors d'une émission télé sur Canal+, de Martine Moléon, qui donnait la parole, en fait, à des jeunes entrepreneurs. Et Anouar, en fait, était invité pour parler d'un business qui n'était pas encore structuré. Il était dans la prospective du futur. Il expliquait pourquoi les DJ allaient être des influenceurs. Dès ce moment-là, j'ai dit, je veux rencontrer ce garçon. On s'est rencontrés un jour par hasard. On est devenus amis. Pendant de longues années, on échangeait ensemble. Et puis un jour, vu l'affluence justement des médias ou des marques ou des entreprises de venir voir en fait des gens légitimes, et on en reparlera après vraiment spécifiquement, on a décidé en fait de collaborer ensemble, peut-être avant tout le monde, pour faire du contenu structuré justement entre un artiste issu en fait de la musique et quelqu'un issu de l'image qui produisait notamment des films, des séries, de voir comment on pouvait travailler ensemble vers les marques et les entreprises. Et alors donc il y a plusieurs domaines, le luxe, qu'est-ce qu'il y a alors ? Le luxe, la téléphonie. Le luxe, l'automobile, la télévision, ça peut être des produits, ça peut être du fooding, le sportswear. Alors justement, revenons à l'automobile. Je vous propose, est-ce que maintenant est-ce que la régie a récupéré le clip ? Non ? Donc est-ce que vous allez le récupérer ? Non ? Bon, bah écoutez, du coup, vous allez être obligé de l'imaginer. Alors, c'est pas Steph, c'est du direct. C'est Staff. Donc c'est du direct. Écoutez, voilà, c'est pas très grave. Peut-être que vous allez, on va inverser les choses. On va l'expliquer d'abord et puis le montrer ensuite. Finalement, c'est peut-être pas mal. Pas mal. Il y a eu une erreur dans l'envoi de mail. Je suis désolée, l'adresse mail n'était pas la bonne. Donc ça va se gérer ça. Ok. Alors justement, Christophe, vous êtes donc chez Publicis. Vous êtes responsable de la création en fait musicale, c'est ça ? Exactement, je suis directeur de création musique du groupe Publicis en France. Donc vous avez travaillé avec Anouar Cut Killer et avec Manu Prévost, oui, sur un clip qu'on va vous montrer quand on aura réglé nos problèmes techniques. Je peux essayer de l'expliquer. Mais vous pouvez peut-être essayer de l'expliquer sans qu'on le voit. Ça sera évidemment plus illustratif quand on le verra, mais en fait c'est assez simple, c'était un film qu'on devait produire. Vous l'entendez bien ? Oui. Oui, c'était un film qu'on devait produire pour un de nos gros clients qui est Renault. L'idée, c'était de trouver une idée créative assez originale pour mettre l'accent sur le fait que Renault allait produire la quasi-exclusivité des véhicules électriques en France. Et donc, plutôt que de faire un film, on va dire, très axé produit, on avait carrément envie de faire une déclaration d'amour à la France. Et cette déclaration d'amour, c'était une déclaration d'amour, ça devait être une carte postale de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en France, avec tout un tas d'aspects, et surtout une carte postale multiculturelle. Et en fait, on a eu l'idée d'un film qui serait un espèce de collage d'événements, de clins d'œil, on va dire, de films qui ont été des films cultes en France, de clins d'œil de musiques qui sont des musiques cultes en France, des musiques un peu plus anciennes, des musiques un peu plus récentes. Et il fallait assembler tout ça, il fallait remixer tout ça. Et en fait, clairement, Anouar l'a très bien dit, en fait, aujourd'hui, la culture hip-hop, c'est la nouvelle pop culture. C'est une très belle carte postale de la France. Et on s'est dit, ça serait bien d'avoir un digne représentant de la culture hip-hop en musique qui pourrait faire cet assemblage-là. Et pour nous, il n'y avait strictement aucune ambiguïté. Il n'y en avait qu'un seul qui serait en mesure de faire ça. C'était bien évidemment Cut Killer, Anouar, alias Cut Killer. Et donc on l'a contacté, on lui a demandé s'il pourrait faire un espèce de remix de dialogue de film, de musique emblématique. Et en fait, à la fin, ça donnait un collage à la fois visuel et musical,
où il y a autant des dialogues de films avec Lino Ventura, des moments avec Jamel Debbouze, des bouts de musique de Paul Narev, des bouts de musique de J'espère qu'on va pouvoir Gainsbourg. le voir, hein, parce que là... J'ai fait un bon teasing ou pas? Ça va là? On est bien ou pas? Ok, Bon, est-ce super. que ça y est? Ok, Est-ce très qu'on bien. peut le voir? Ok, très bien. Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Oui, non, la régie. Pardon? Elle n'a pas reçu le mail. Bon, alors là, c'est de votre faute, hein. Je suis Sinon, désolée, mais Christophe, Ah non, Faites là, un que se airdrop. passe-t-il? c'est la bonne adresse. Bah ouais. Donc, il est peut-être dans les spams? Non? Il va falloir que je fasse un mime alors. C'est C'est moi ça. qui vais faire tous les dialogues. Bon, Anouar, écoutez. je pense que tu peux faire la musique. Non, mais avec comme ça. le pouvoir du contenu, c'est aussi l'imaginaire. Exactement. Donc là, en fait, C'est ça. Voilà, Je suis voilà. vraiment désolée de ce loupé technique. C'est pas normal. Ça devrait rouler là, mais Moi, ce Bref. que je peux ajouter, si vous le permettez, oui, bah bien sûr, c'est que, allez-y. Il faut qu'on, il faut j'ai toujours qu'on coutume tienne de- l'audience en haleine. J'ai toujours coutume, même si moi c'est vrai que j'ai un background qui est très orienté musique et pop culture, mais justement avant d'attaquer cette réflexion sur l'influence, et en me penchant sur cette réflexion, avant de venir avec vous, je me suis toujours dit qu'en tout cas pour la communication, le Graal pour moi, et je pense que c'est le Graal pour un certain nombre de communicants, c'est d'arriver à rentrer dans la vie des gens. C'est rentrer dans la vie des gens, c'est pas juste faire la promotion d'un produit, c'est pas juste, on va dire, générer une émotion, c'est en fait croiser quelqu'un dans la rue qui va vous parler d'un objet publicitaire ou d'une communication, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre. Cette publicité, on peut dire clairement que, j'espère que vous la verrez, peut-être certains l'ont déjà vu, c'est vraiment une publicité qui était au-delà du parti pris et de cette carte de visite. C'est une publicité qui a pu rentrer dans la vie du gens parce qu'en fait c'était une manière de donner un éclairage sur la France d'aujourd'hui à travers le prisme de la communication. Alors des projets qui rentrent dans la vie des gens, il n'y en a pas non plus des tonnes. Ils peuvent prendre tout un tas de formes, mais en tout cas c'est vrai que ça pour moi, je pense que si on parle d'influence, rentrer dans la vie des gens, c'est pas juste envoyer un message publicitaire. Alors justement, vous me donnez une excellente transition. On verra, je pense que d'ici la fin du talk, on pourra voir votre clip. Mais du coup, ce que vous me dites, rentrer dans la vie des gens, tout ça, ça me pose la question de l'authenticité du contenu. Donc j'aimerais bien qu'on parle d'authenticité du contenu maintenant. Ça n'empêchera pas qu'on reviendra à votre clip. Alors, ça repose sur quoi, l'authenticité du contenu? J'aimerais, Geoffrey, parce que vous m'avez pas tellement répondu à ça au début, mais c'est pas grave, vous allez le faire maintenant, que vous me disiez, est-ce que quand même l'authenticité du contenu de Combini qui est produit pour des marques, est-ce qu'il repose sur l'authenticité du contenu journalistique qui est produit pour le public? Et comment vous gérez? Alors, c'est une question qui est très importante parce qu'en fait, beaucoup de gens n'y répondent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux médias aujourd'hui qui se créent à droite et à gauche qui n'ont pas, on va dire, les mêmes préceptes ou la même envie de faire cette ligne de démarcation entre l'éditorial et le business, entre ce qu'on produit pour les marques et ce qu'on produit pour nos lecteurs. Maintenant, c'est deux mondes qui vivent en symbiose ensemble. C'est-à-dire qu'on a, nous, 40 journalistes d'un côté chez Combini et on a 40 créatifs de l'autre. C'est le même sujet pour la rédaction des éclaireuses où on a des personnalités qui font du contenu et puis on a des équipes qui font du brand content, donc qui travaillent pour les marques. Et cette ligne de démarcation, elle est particulièrement importante. Je ne sais pas si vous m'entendez Vous encore. l'entendez là? J'ai l'impression que ça tombe un peu. Je pense que c'est ça, il n'y a pas de clip et pas de truc. Le menton, Geoffrey. Là, ça marche bien là? J'ai l'impression que ça marche pas non plus. Mets-le là. Là, comme ça? Non, je crois qu'il marche plus en fait. Le volume a baissé. Non, allez, je change. Là, celui-là, il est mieux. Ouais. Ah bah voilà, en Depuis fait, tout à c'est l'heure. ton micro qui marque, je sais pas. Ouais. Bref. Je me dis, c'est mes années radio, je me disais, je n'entendais pas très bien. Donc, cette ligne de démarcation, elle est vraiment importante. Vous avez 40 journalistes d'un côté, 40 créatifs de l'autre. Mais en fait, ces personnes ont les mêmes passions, travaillent au même endroit, dans les mêmes bureaux, déjeunent ensemble, ont le même ce catalyseur culturel dont je vous parlais. Ce sont des personnalités qui ont un attrait à la culture très fort. Et donc, je pense que tout ça vit en symbiose. Et les journalistes, comme les personnalités qui travaillent pour le brand content, ont un sujet très important, c'est quoi notre image de marque en tant que média?
Et cette image de marque, elle doit être préservée. Donc si on fait un contenu éditorial qui ne correspond pas à cette image de marque, on abîme la marque. Et si on fait un contenu pour une marque qui ne correspond pas, qui n'est pas dans l'ADN de Combini, ou des éclaireuses, ou même du Gorafi, je pourrais y revenir après parce que c'est particulier le Gorafi, puisque quand on fait des campagnes de brand content, c'est des marques qui acceptent l'autodérision. On l'a fait récemment avec la SNCF et Ouigo, on a fait les Ouigorafi, où on a essayé de casser les codes sur le Ouigo. Il y avait un article sur « Elle arrive une semaine avant pour prendre son Ouigo Gare de Lyon ». Voilà, on essayait d'expliquer qu'en fait, Ouigo, il n'y avait pas besoin d'arriver non plus 3 heures avant. Et ça, c'est très important, cette ligne de démarcation, et je pense que les journalistes comme les personnes du pôle business chez nous ont un intérêt commun, c'est que cette image de marque du média soit préservée. Mais vous avez aussi mis, vous dites tout le monde est en même temps dans le même bureau, etc. Mais vous avez quand même structuré 2 équipes différentes, puisque vous avez structuré Combini Brand, je ne sais pas quoi, bien sûr, Expérience. Bien sûr. Vous avez une équipe, finalement, comme dans les médias assez historiques, vous avez une équipe Combini Brand Expérience, qui est l'équipe business, avec des commerciaux, des créatifs, des personnalités qui s'assurent de la production des campagnes, et puis vous avez des équipes de journalistes. Mais ça, c'est parce que je pense qu'il faut aussi respecter le lecteur. Les journalistes, c'est des personnalités qui ont une carte de presse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pendant 5 ans une carte de presse il y a quelques années, donc je sais ce que c'est. C'est une responsabilité forte, une responsabilité éditoriale. Et puis après, je crois qu'on allait y venir, ça aussi pose des questions sur est-ce qu'on doit accepter toutes les marques. Ben voilà, exactement. Alors ça, on va en reparler. Et chez nous, c'est pas le cas, en tout cas. On va en reparler. Je voudrais quand même revenir à vous, l'équipe là. Kurt, Manu, Christophe, parce que vous, en fait, vous créez du contenu artistique. Comment vous vous y retrouvez finalement entre votre contenu artistique et puis votre art, votre contenu artistique pour les marques et votre art pour le public? C'est une démarche globale. En fait, dans la question, il y a la réponse. Au départ, nous, on est militants, en fait. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, on peut le signaler aussi avec Christophe, c'est-à-dire que Christophe a démarré dans la musique, il est également compositeur, il a un groupe, etc. Donc, il y a quelque chose dans cet ADN qui nous est très, très propre, qui est qu'avant d'être rentré dans l'univers de la production, du contenu, ou être attaché en fait à faire de la publicité pour certains, notre première démarche, c'était de créer, et de créer en étant militant. Donc, la sincérité est toujours au cœur de notre démarche, même si, à un moment, bien évidemment, on fait du business, on développe des choses, on répond à un cahier des charges, on s'expose, nous, à devoir rester légitime, puisqu'on a des fanbases, pour certains, même si moi, je suis producteur, en même temps, je dois en fait défendre un éditorial. Pour Anouar, eh bien, il l'exprimera, mais en tout cas, c'est la même chose, et pour Christophe, pareil. Alors, est-ce que l'authenticité du contenu, ça passe par ce dont on allait parler, c'est-à-dire le fait de pas, une certaine éthique, finalement, qui est de ne pas travailler pour n'importe qui? Donc, je vais poser la question à Geoffrey, d'abord. Oui, je vous donne un exemple de comment ça se passe chez nous. On a des relations très régulières et des réunions entre la rédaction, la directrice de la rédaction, et les patrons du pôle business, et on peut prendre en revue un petit peu les différentes sollicitations que nous avons, et ça nous arrive régulièrement de refuser de travailler avec certaines marques, certains lobbies par exemple. Il faut pas être sectaire non plus. C'est-à-dire que moi je souhaite, quand on refuse de travailler avec quelqu'un, qu'on aille le voir, qu'on aille discuter. Il y a cette explication sur, on va dire, une marque ou un lobby qui ne correspond pas à nos valeurs. Et puis il y a un sujet aussi, on va dire, de sécurité, à la fois pour la marque et pour l'éditorial. C'est que je suis désolé, si vous faites une enquête sur un sujet, vous savez que cette enquête va être publiée dans une semaine et vous avez un annonceur du même secteur qui vient vous voir pour faire une campagne. C'est pas très logique de lui dire, bah, la même semaine qu'il y a une enquête, je sais pas, sur les fast-food, on va faire une campagne pour McDo. Ça n'a pas de sens. Donc il faut savoir expliquer ça aux marques et garantir. De toute façon, il y a un vrai sujet sur la liberté éditoriale. Quand on a un média gratuit, il faut comprendre qu'on a besoin des marques, et c'est notre cas pour survivre. On ne fait pas que de la publicité, on a d'autres services, mais en même temps, il faut donner les moyens aux médias d'avoir ces contenus libres et de prendre aussi des positions fortes parfois, et c'est le cas de Combini, d'avoir aussi un rôle sociétal important. Très bien. Manu Prévost, vous dites oui à tout ou pas?
Mais non, là, je m'associe avec Anouar. Non, jamais. Mais c'est exactement dans la réponse, tout est pareil, dans ce que tu viens de dire, tout est dit. C'est-à-dire que des fois, on dit non et ça se transforme en oui. Nous, ce qui nous est le plus cher et le plus important, c'est que quand on vient nous chercher, on veut comprendre bien évidemment ce que l'annonceur ou la marque a envie, en fait, au travers de nous. Alors, on comprend bien évidemment qu'on vient chercher notre intégrité, qu'on a fait partie d'un mouvement ou qu'on a produit tel ou tel classique comme film, etc. et qu'ensuite, on veut prendre cette image pour la véhiculer. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est d'avoir des gens qui viennent nous chercher au départ en se disant bon, bah, là, les deux, ou en tout cas cet artiste a envie d'arrondir ses fins de mois. Comme le disait Christophe tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à combiner cette démarche. En gros, c'est de se dire, bah, tiens, cette marque veut rentrer par quel prisme? Pourquoi elle vient chercher un artiste hip-hop? Si artiste hip-hop, comment nous, on peut s'agréger à ça pour faire aussi communiquer ce qu'on fait artistiquement pour qu'à un moment, en fait, ça soit quelque chose d'organique et que véritablement ça se réponde à la fois artistiquement, mais à la fois en termes de business. Anouar, vous êtes un artiste aussi, Oui. donc ça vous dérange pas de travailler, ça gêne pas votre créativité de travailler pour les marques? Tout dépend de comment on le prend personnellement. Quand on commence à produire de la musique, directement, on pose la question à notre fanbase en se disant, tiens, on va leur raconter une histoire. Les marques arrivent, voient que notre business model fonctionne, et à partir du moment où ça fonctionne, nous appellent en disant est-ce qu'on peut récupérer votre fanbase pour pouvoir vendre nos produits. Mais nous, si ça ne nous intéresse pas, on ne va pas vendre de la lessive, parce que c'est pas du tout notre direction. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement défendre des valeurs et c'est aller dans une direction pour pouvoir faire en sorte que ça puisse intéresser aussi un plus grand panel par rapport à notre vision qui est la culture, en tout cas urbaine dans un premier temps. Mais si demain une marque de lessive réussissait en fait à se déployer pour dire voilà, dans la culture hip-hop, on va en fait faire une opération en montant des skateparks et que en fait nous, à l'intérieur de ça, on arrive à inscrire notre légitimité et qu'on sente en fait que cette démarche est véritablement sincère, et ben le 360 est réalisé et là nous on peut aussi rentrer sur quelque chose qui au départ collait pas à notre ADN. Je me tourne vers vous, Karine Fernandez. Comment vous garantissez l'authenticité du contenu produit par des créateurs et créatrices que vous accompagnez au service des marques? C'est surtout dans le domaine de la beauté, vous? Alors, on est tout domaine, mais oui. C'est vrai que ce qui occupe en tout cas la majorité de l'audience qu'on représente, c'est les sujets, effectivement, on va dire cosmétiques au sens large, décoration... lifestyle. Le lifestyle, c'est ce qu'on appelle lifestyle, mais c'est un peu un mot fourre-tout finalement. Parce que dans ce lifestyle, il y a des gens passionnés, il y a des gens qui sont par exemple make-up artistes, qui se transforment chaque année pour Halloween, mais qui en parallèle vont être sollicités par des marques pour mettre en valeur de façon créative une idée, un projet, un produit, etc. Nous, on garantit en tant qu'agence pas grand-chose, parce que le créateur de contenu, il se garantit tout seul. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, on peut s'abonner, se désabonner quand on veut, comme on veut, de qui on veut, dès qu'on en a marre et dès qu'on n'aime pas le contenu. Donc, aujourd'hui, un créateur de contenu qui est suivi par une certaine audience, sa légitimité, son métier, le fait qu'on le sollicite aujourd'hui pour communiquer, repose sur le fait qu'il est apprécié et qu'il est jugé sincère par l'audience qui le suit. Donc si demain, un créateur de contenu, quel qu'il soit, et quel que soit le domaine, s'amuse à promouvoir une marque juste parce qu'elle paye bien, alors qu'elle est complètement à l'opposé de ses valeurs, c'est lui qui a tout à perdre dans l'histoire. Demain, un créateur de contenu, par exemple, je prends ce sujet parce que c'est tellement classique, et il y a plein de clichés derrière, mais un créateur de contenu spécialisé make-up, qui est make-up artiste, dont c'est le métier. Make-up artiste, c'est un métier à part entière, c'est-à-dire qu'on est professionnel, on a suivi une formation pour maquiller. Demain est contacté par une marque qui sort une nouvelle gamme de soins de nuit, qui crée des pustules quand vous l'utilisez. Je veux dire, si voilà, le chèque est énorme, non mais
je veux dire, ça arrive tous les jours qu'on ait des allergies, des réactions allergiques, un produit qui marche mal, ça paraît tout con. Je sais pas s'il y a plus de femmes ou d'hommes dans la salle, mais je veux dire, des produits qui fonctionnent pas ou dont on est déçu, on en croise tous les jours. Mais quand je prends cet exemple du make-up artiste, c'est qu'il est reconnu et suivi parce qu'il est légitime, parce qu'il a été formé à ça. Donc quand les gens le suivent, ils s'attendent à ce que les conseils qu'il va prodiguer soient les meilleurs, en tout cas dans cette catégorie. On peut prendre le même exemple dans l'automobile. Un créateur de contenu automobile, on pense à Villebrequin qui a fait parler d'eux ces derniers jours, ils sont passionnés d'automobile. Si demain une marque vient les voir avec un produit nul, qui ne fonctionne pas ou qui met même en danger l'audience parce que c'est pas homologué, j'en sais rien, le chèque peut être aussi gros qu'ils veulent, c'est un risque énorme d'accepter ça, parce que demain, tout se sait. De toute façon, sur les réseaux sociaux, il faut partir du principe, on peut mentir, ça dure 2 minutes, mais ça se saura toujours. Mais en fait, ils perdent tout leur business, ils perdent toute leur légitimité et tout ce qu'ils ont construit depuis des années. Donc nous, en tant qu'agence, on ne crée rien, on ne garantit pas, en tout cas, la légitimité auprès des marques, c'est les créateurs eux-mêmes qui en sont garants. Et nous, par contre, notre rôle, c'est de nous assurer que les annonceurs qui viennent nous voir ne viennent pas essayer de mettre en danger cette sincérité qu'a le créateur de contenu et qu'au contraire, elle fait le maximum pour respecter cette ligne éditoriale qui est cruciale aujourd'hui. Alors, Karine, vous représentez également l'UMIC, qui est la nouvelle union des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous êtes la présidente de l'UMIC. Et donc, vous les accompagnez pour connaître en fait leurs droits et leurs devoirs. Est-ce que vous leur enseignez de ne pas travailler avec n'importe qui ? Alors, enseigner, c'est un grand mot. L'UMIC, c'est très important. C'est donc une fédération qui s'est lancée il y a 1 an et demi maintenant, dans un contexte législatif compliqué, puisqu'on est sur des nouveaux métiers depuis le début, et y compris dans le domaine journalistique digital, tout est nouveau. Il y a plein de frontières qu'on découvre tous les jours, et au bout d'un moment, il faut pouvoir mettre des règles. Et nous, quand on a monté l'UMIC, puisque je suis loin d'être seule à l'avoir monté, on était plusieurs agences à l'origine. Ça faisait déjà 7-8 ans qu'on travaillait dans ce secteur et on se rendait compte qu'il y avait des bonnes pratiques qu'on mettait en place parce que, je sais pas, on est tous composés de bonne volonté et que ces bonnes pratiques pouvaient être connues par le plus grand monde. Nous, on a peut-être eu la chance d'avoir 7-8 ans derrière nous pour les tester, faire des erreurs, apprendre en marchant, comme on dit. Mais ceux qui se lancent aujourd'hui, on ne va pas attendre qu'ils se tapent 7-8 ans d'erreurs et puis qu'ils soient à notre niveau. Voilà. Donc il faut qu'on partage tout ce savoir-là. Donc on n'apprend pas particulièrement en tant qu'UMIC des choses aux créateurs. Par contre, on se rend compte que je pense que 100% des gens ici dans la salle ont des frères, des sœurs, des cousins, des proches qui, peut-être sans le vouloir au début, vont se retrouver suivis sur les réseaux et vont peut-être dans un futur proche être sollicités par des annonceurs ou des personnes qui vont payer ou offrir un service en contrepartie d'une mise en avant. Et c'est tellement devenu facile, entre guillemets, et c'est très bien, d'être suivi sur les réseaux sociaux que, en fait, on se rend compte qu'il n'y a personne ici qui a suivi une formation influenceur, je crois pas. Et je vous le dis, ça sert à rien, ne suivez pas une formation influenceur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas armé pour savoir faire les choses bien, nativement. Donc il était essentiel qu'une structure se mette en place pour garantir, la crédibilité du secteur, les bonnes pratiques, alerter les créateurs de contenu sur leurs devoirs, mais aussi leurs droits. Alors, par exemple, donnez-moi quelques exemples en fait, de bonnes pratiques que vous avez mis en lumière pour rendre le secteur plus éthique. Alors, les choses déjà basiques, c'est fournir la capacité à un créateur de contenu d'avoir un modèle de contrat quand il veut travailler avec une marque, signer un contrat. Avoir les éléments basiques pour s'assurer qu'une marque est sérieuse ou non, puisque on peut être contacté par des marques qui n'ont pas pignon sur rue. Comment savoir si elle est fiable ou pas fiable ? Voilà, donc on a un peu des checklists de choses à vérifier avant de travailler avec une marque. Le contrat, comme je disais, absolument essentiel. On essaie de guider les créateurs de contenu sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en termes de tarifs, pour qu'ils ne se fassent pas avoir, puisque forcément, on ne sait pas combien on vaut. Donc, notre objectif, c'est un peu d'avoir une base de données de connaissances qu'on met au service des créateurs de contenu pour qu'ils puissent piocher et puissent être plus responsables ensemble. Vous m'avez parlé de charte également. Oui, la charte, c'est très important. C'est la charte de quoi ? Parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors ? C'est normal parce qu'on est plusieurs métiers dans l'UMIC. Donc, dans l'UMIC, vous allez retrouver des agences qui représentent des créateurs de contenu, des agences qui travaillent dans le marketing d'influence comme une agence de pub ou autre, ça peut être le cas de Publicis justement,
ou des créateurs de contenu. Donc déjà, là, on est sur 3 univers différents qui vivent dans le même écosystème, mais qui n'ont pas les mêmes intérêts à un moment donné. Donc on a créé 3 chartes qui vont chacune correspondre à ces différents secteurs. Et ces chartes, l'objectif, c'est quoi? C'est que quand on adhère à l'UMIC, on s'engage à respecter ces chartes-là. Donc, par exemple, pour un agent, je prends des exemples comme ça, un agent de créateur de contenu, dans cette charte va apparaître, voilà, je m'engage à rester transparent dans le montant des collaborations entre le créateur de contenu et les marques. Je m'engage à mettre toute mon énergie à défendre l'intérêt du créateur et des marques et des consommateurs. Le créateur de contenu, c'est je m'engage par exemple à ne pas manipuler mon audience, surtout si elle est mineure. En fait, on a tous une responsabilité quand on est sur les réseaux sociaux, et nous, agents, ne sommes pas peut-être directement présents sur les réseaux, mais on a une responsabilité sur ce qu'on transmet à ces créateurs de contenu avec lesquels on travaille au quotidien, et on doit leur faire prendre conscience que c'est pas parce qu'ils n'ont pas 1 million, 10 millions, 100 millions d'abonnés qu'ils n'ont pas une responsabilité. On est tous l'influenceur de quelqu'un. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, il faut qu'on comprenne que il faut faire attention. Et si tout le monde fait attention à chaque maillon de la collaboration, on assainit le secteur, en théorie. Et si les gens, vos créateurs adhérents de l'UMIC signent ces chartes et qu'elles ne les respectent pas, il y a des sanctions ou... Ils s'exposent au fait qu'on peut du coup prendre connaissance du fait qu'ils ne l'ont pas respecté et donc se retrouver exclus de l'UMIC et donc ne pas faire valoir qu'ils font partie d'un cercle qui se veut respectueux dans le secteur. D'accord. Est-ce qu'on a récupéré notre vidéo ou pas? Oui? Oh là! Yes! Bon, alors vous allez pouvoir découvrir, j'espère que ça va vous plaire. Pression. Vous allez voir, c'est très très bien. Alors on va diffuser cette vidéo maintenant et puis on vous fera réagir. Est-ce que vous... voilà. C'est bon? C'est une bonne nouvelle pour l'économie. Renault va relocaliser une partie de ses effectifs en France. Oh, that's silly. Qu'est-ce qu'il y a? Double H, pas de H. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est... cool. My name is DJ Cutkiller straight from Paris, France. I'm DJ producer. I come from Morocco. My father was working at Renault and we grew up in suburbs. When I received this Renault project, it was really interesting to put the diversity and especially the multicultural and generational things to say. We love friends even if we are different. Style, introduction, réunion de nouveaux rappeurs. 100% de rap français pour mettre tout le monde à l'heure. Mixé par Cut Killer, c'est double H qui est dans le site. Nous traversâmes la France. J'aime la France pour plein de raisons. Renault fait le pari de la France pour l'avenir de la voiture électrique. Alors, Si c'est pour dire. Ça ne marchera jamais. c'est terminé maintenant. Vous allez me foutre la paix. Maybe we can do something more than a commercial. It's a declaration of love. C'est ça la France. Je suis fou. Bravo. Alors, il va être diffusé où, ce clip, hein? Sur quelle plateforme, sur quelle télé? Enfin, même si la télé, on a compris avec Geoffrey que vraiment, on est des dinosaures quand on regarde la télé. Mais certaines personnes ont plus de 50 ans ici, y compris sur cette scène. Hein. Donc, ça va être diffusé où? Ça a déjà été diffusé? Non. Mais non. Vous avez le mauvais micro. Il y a un mauvais micro, en fait. C'est un piège. Non, là, c'est bon. Alors, cette publicité, elle a déjà été diffusée. Alors, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, avant que je réponde à votre question,
En fait, ça, c'est pas que la publicité, c'est ce qu'on appelle, nous, un case. C'est le début de ce que vous avez vu, c'est pour expliquer la genèse du projet. Et après, deuxième partie, vous avez vu, c'est la publicité qui a été diffusée. Elle a été diffusée en télé, notamment au moment du 14 juillet. Et après, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Donc sur les réseaux sociaux, sur quelle plateforme? Ça va me donner ma bonne transition pour la dernière partie. La plupart. La plupart. Ouais. D'accord. Ok. Bon, alors je vais m'adresser à des spécialistes des plateformes, donc à Geoffrey et à Karine. Pardon, non pas que vous ne soyez pas spécialistes, mais quelles sont les plateformes à privilégier pour diffuser son message le plus possible? Karine. Ça dépend qui vous voulez toucher. Bah oui, j'imagine. C'est vrai que celles qui ont le vent en poupe en ce moment, c'est particulièrement TikTok et Instagram. TikTok particulièrement parce qu'ils ont réfléchi marque, c'est-à-dire que tout dans leur écosystème est pensé pour les marques. Elles ont accès à des dashboards, elles peuvent contacter facilement des créateurs de contenu, elles peuvent très facilement investir de l'argent supplémentaire sur un contenu pour qu'il soit vu par une plus large audience. En fait, tous les outils ont été pensés par TikTok orientés marque. Donc, ils ont le vent en poupe pour le moment. Et Instagram est tout de suite derrière, puisque en fait, tous les formats vidéo cartonnent. Le contenu qu'on consomme en scrollant, c'est la génération d'aujourd'hui. Et on constate quand même une légère différence. C'est-à-dire qu'on a un public un peu plus jeune sur TikTok et un tout petit peu plus âgé sur Instagram, en moyenne. Alors, quand on parle d'âge, là, vous voulez parler... Donc, TikTok, quel âge? Ça se voit pas grand-chose. Bon, alors, Geoffrey. C'est simple, TikTok, c'est la première source d'information pour un tiers des jeunes aujourd'hui. Et c'est la première source d'information même pour les jeunes britanniques de 12 à 15 ans. Donc c'est en train de donc les jeunes chez switcher. Vous, c'est bas. C'est très jeune, oui. Mais je vais temporiser un peu, Anne-Cécile, ce que je disais tout à l'heure sur... Il n'y a pas d'opposition entre plus de 50 et moins de 50 ans. C'est juste qu'il faut exprimer qu'aujourd'hui, les modes de consommation, quand vous avez des jeunes qui passent des heures et des heures, on passe de 5-6 heures analyser et demander à vos adolescents de vous montrer un peu les temps d'écran sur les iPhones, c'est assez drôle parfois ou pas. D'où l'importance d'avoir des contenus authentiques et qui ont aussi un aspect éducatif, informationnel. Mais je pense qu'il faut comprendre cette typologie d'audience pour analyser sur quelle plateforme on doit être. Moi, ce qui m'a énormément plu quand j'ai rencontré les équipes de Combini il y a quelques mois, parce qu'on a fait l'acquisition il y a 6 mois, c'est leur adaptabilité. C'est-à-dire qu'en gros, Combini a été créé il y a 15 ans, avec un site internet. Oui, un site internet, www.combini.com. Les dinosaures. Je ne sais pas si, faites l'exercice, aujourd'hui autour de vous, combien de fois vous utilisez un navigateur internet avec le 3W de moins en moins? Parce qu'en fait, on va sur WhatsApp, on reçoit quelque chose, on va sur Instagram, etc. Donc, par contre, ça existe encore. Comme à un moment, on a voulu tuer l'email, et le mail fonctionne encore. Je pense que, et c'est ce que je trouve intéressant dans notre groupe, c'est sa capacité et la capacité de Combini à avoir embrassé un peu tous les changements, avoir un site internet, mais aussi plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok aujourd'hui. Et quand je vous parle de BeReal tout à l'heure, je suis désolé, c'est des choses où il faut qu'on essaie d'embrasser un petit peu les changements. Si les jeunes sont sur BeReal ou sur d'autres plateformes demain, il faut utiliser ces plateformes-là. Et il faut prendre vraiment conscience que c'est là que l'audience est. Je veux dire, on parlait tout à l'heure un petit peu de la presse. Mais je suis désolé, quand nous on a 10 millions de personnes par jour, vous comparez à un hebdomadaire, Le Point, L'Express, ou ces hebdos-là qui ont 120 000 exemplaires de diffusés chaque semaine, dont imprimés. Oui. Peut-être 60 000 sont lus par semaine, quand nous on touche 10 millions de personnes par jour. Je parle de Combini, mais je peux vous parler aussi de nos confrères de Brut aussi. Voilà, il y a des médias très puissants, il y a des influenceurs que tu représentes qui sont bien plus puissants qu'un journal où on est très content entre nous de se voir parfois en photo, mais où il y a vraiment zéro influence. Vous voulez ajouter quelque chose, les artistes? Geoffrey, à chaque fois, résume bien les choses. C'est très synthétique. Voilà. Non, il est vrai qu'aujourd'hui, l'authenticité, nous aussi, on sait qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire que quand tout à l'heure Geoffrey dit voilà, il est directeur de publication, ça l'engage pénalement, etc. Nous, on a une autre responsabilité, c'est qu'à un moment, on porte non pas un fardeau, mais quelque chose qui est que, au départ, on a disrupté soit un mouvement culturel ou une dynamique culturelle, et puis après, quand on la disrupte, on devient responsable, et donc du coup, on a un message à porter, et donc notre rôle en fait d'éducation, il est aussi au cœur du message et de l'influence qu'on déploie. Et encore plus pour Anouar, qui est une personne exposée. Anouar, vous voulez ajouter quelque chose? Il a tout dit.
Il a tout dit. Alors, il dit pas quand même, parce que c'est important, c'est-à-dire dans son rôle d'éducation, par exemple, c'est-à-dire que faire ce qu'il fait, par exemple, quand on est sur Renault, c'est-à-dire de prendre le patrimoine de la musique française, de le remixer avec des musiques soit actuelles ou en tout cas venues d'outre-Atlantique, ou quand en fait il est encore 25 ans après sa première émission, chaque semaine, leader, toute émission confondue de la Bande FM, le samedi entre 22h et minuit, où il anime une émission sur Skyrock. Son rôle d'éducateur et d'éducation et de découverte culturelle est présent chaque semaine. Y compris ce soir, non? Complètement, oui, tout à fait. Je préfère parler avec Clément, ouais. Alors, je vous propose de poser des questions. On a un quart d'heure, là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Alors, j'ai une dame au premier rang. Lina, est-ce que tu peux donner un micro? Non? J'ai pas compris. C'est bon? Ok. Oui, bonjour. Alors, je voudrais que vous vous présentiez, que vous nous disiez qui vous êtes et surtout quelle société vous représentez éventuellement. Alors, Carole Rigoyen, responsable de la communication dans une école d'ingénieurs, l'ISEP. Travaillant dans la communication, effectivement, je suis au quotidien sur les réseaux sociaux. Peut-être un sujet tabou, on n'a pas parlé vraiment de prix. Combien peut coûter une publicité comme celle-ci? C'est une bonne question. En production d'artistes? Alors, c'est le prix, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la démarche. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut qu'on ne perde pas d'argent. Des fois, on fait des opérations sur lesquelles on a des choses qui se comptent en plusieurs millions d'euros, et puis il y en a d'autres, des fois, c'est en milliers d'euros, parce qu'en même temps, quand on voit la demande, on l'estime aussi ce qui est derrière. Donc, on a toujours aussi cette responsabilité, cette écoute en fonction de l'entreprise, de la marque ou du média, de savoir en fait à quoi on s'attache. On peut de temps à autre, dès qu'on le peut, nous s'investir sur des causes. Dans ce cas-là, voilà, on amène notre cœur. Quand on est sur une marque comme Renault, quand on voit en fait qu'après la publication de la publicité, le cours de bourse monte, on sait aussi l'influence qu'on va amener, mais l'agence et la marque le savent également. Donc à un moment, toutes les parties réunies savent en fait où positionner le curseur. Moi je veux bien ajouter peut-être quelque chose, parce que si on parle de coût de la publicité, il n'y a pas de coût de moyen d'une publicité. Vous pouvez très bien faire une publicité qui va vous coûter 5 000 ou 10 000 euros, comme dépasser les 400 000, 500 000, voire plusieurs millions. Et puis ça serait un raccourci un peu rapide, je pense, pour... il peut y avoir une mauvaise interprétation, selon moi, de donner un coût moyen comme ça. Par contre, c'est vrai que si on s'attarde sur cette publicité-là, en fait, il y a beaucoup d'éléments. Vous allez avoir déjà les droits musicaux, ça c'est un budget. Vous allez avoir les droits des personnalités, des acteurs, c'est un autre budget. Le droit des films, tout ça se cumule avec un tournage, la participation des artistes. Donc on n'est pas dans une fourchette basse. Pour autant, on n'est pas dans la fourchette très haute dont je vous parlais. Voilà. Geoffrey, ça coûte combien une vidéo Combini brin d'expérience? À partir de 25 000 euros, aujourd'hui, vous avez une vidéo avec de la diffusion sur Combini. Ça peut être un peu moins cher sur... Ah, quand même. Non, mais vous pouvez aussi acheter de l'espace sur le site internet combini.com. Ça existe encore. On fait quand même plusieurs millions de visiteurs uniques. Et là, ça peut commencer à 5 000 ou 10 000 euros. Pareil sur les éclaireuses, où c'est qui la bosse, ou le Gorafi, où les tickets sont un petit peu inférieurs. Tout dépend en fait de ce que vous ciblez. Déjà, vous voulez combien de... Nous, on garantit quand quelqu'un fait de la publicité chez nous que sa vidéo va être vue. Et pas par 3 personnes et demie, mais par des centaines de milliers de personnes. Je disais, on a 10 millions de personnes par jour, c'est 4 milliards de vidéos vues par an. Et un annonceur qui va mettre 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros sur la table, il s'attend à des garanties de vues. Pourquoi? Parce qu'il y a un benchmark aujourd'hui. Des KPIs. Vous pouvez acheter de la publicité, même d'ailleurs directement sur les plateformes, et avoir un nombre de vues particulier. Par contre, il y a une réelle différence, c'est que nous, on ne diffuse pas un spot de pub sur Combini. On a un vrai travail créatif et on essaie déjà que le contenu soit adapté au format de la plateforme sur laquelle vous voulez diffuser et surtout adapté à notre écosystème, à notre média et à sa, on va dire, ce côté catalyseur culturel dont je parlais tout à l'heure.
Karine, ça commence à combien et ça finit à combien le prix d'un influenceur chez vous? C'est pareil, il n'y a pas de bonne manière de répondre à cette question. Vous pouvez Mais il y a peut-être une fourchette. En moyenne, quand je regarde les chiffres, on a des campagnes qui tournent autour de 5-10 000 euros facilement en prix d'entrée. On en a à 200 000, 300 000, 400 000 euros, ça dépend. Ça peut être une campagne internationale où une marque dit j'ai un gros lancement, je veux toucher 80 créateurs de contenu en même temps sur plusieurs pays. On est sur des gros budgets. Un seul créateur peut coûter tantôt 5 000 euros, tantôt 50 000. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Ça dépend s'il doit se contenter de parler d'un produit face caméra ou s'il doit imaginer tout un concept et avoir une équipe de production. En fait, c'est exactement comme en publicité pour le coup. Il y a les coûts de production et il y a le coût du créateur en lui-même. Et derrière, on a aussi évidemment des marques qui se disent je vais quand même pas dépenser 200 000 euros sans avoir la garantie d'un certain résultat. Donc il y a le résultat du KPI, mais aussi le résultat de l'image de marque que ça renvoie. Donc il n'y a pas de bonne façon de répondre à cette question. Mais vous avez un peu répondu quand même. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur? Ah, attendez, j'ai un monsieur là-bas que j'avais vu, mais bon, je sais pas. Bon, après. Et après, oui. Ça va, on a encore 8 minutes. C'est pas mal, ça fait 4 minutes par question. Allons-y. Vous êtes qui? Alors, Karine Fernandez me connaît, mais Stéphane Vogetta, le député qui est à l'origine de la loi influenceur, avec mon collègue Arthur Delaporte, et ce qui est une loi qui a été promulguée il y a 1 an à peu près par le président de la République et qui proposait notamment de mieux réguler le secteur de l'influence commerciale, à savoir la publicité à travers des influenceurs, qui devient un secteur prépondérant effectivement parce que la plupart des entreprises qui sont représentées ici ou ailleurs, de plus en plus, au moment de choisir un canal publicitaire, choisissent les réseaux sociaux plutôt que la presse, la télévision, la radio. Donc, Stéphane, quelle est votre question? Ma question, c'est, puisqu'on a ici des créateurs de contenu, on a des éditeurs, on a des producteurs, est-ce que la promulgation de cette loi, l'apparition de cette loi influenceur a influencé votre manière de faire de la publicité ou de faire du contenu pour réaliser de l'influence commerciale? Non. Voilà, Karine m'avait dit, on n'a pas attendu la loi en fait pour s'organiser. C'est ce que vous m'aviez dit? Oui, c'est ça. En fait, on comprend qu'il fallait à un moment donné dire, ok, les règles, c'est ça, vous faites pas ça et vous pouvez faire ça. Mais comme on l'a dit, et c'est aussi pour ça qu'on s'est fédéré à l'époque, on s'est dit, ok, mais attendez, nous, ça fait 8 ans qu'on essaye de faire les choses tous bien. Ça fait bien longtemps qu'on dit aux gens que c'est pas super de s'injecter du botox dans une cave, donc on est au courant de tout ça, on essaye déjà de faire les choses bien, mais on était conscient qu'il fallait l'officialiser. Bah oui, mais il y a eu quand même quelques mais scandales. C'est pas notre secteur, ça. Donc c'est effectivement, je le dis, on l'a déjà dit 100 fois, mais on avait effectivement un groupe de quelques dizaines de personnalités issues de la télé-réalité qui sont tombés dans un schéma d'argent facile et qui en fait ont accepté tout ce qu'on refusait depuis des années, toutes ces demandes bizarres qu'on recevait auxquelles on disait non, eux ils disaient oui. Bon voilà, donc le secteur de l'influence c'est loin d'être ça. Et donc, on était conscient qu'il fallait l'officialiser, on comprend. Et c'est très bien de l'avoir fait, parce que ça, par contre, je pense que ça les a bien calmés. Mais dans notre milieu, pour répondre à la question, puisque ça s'adressait à nous, non, ça n'a pas changé, puisqu'en fait, on avait déjà ces pratiques, et on s'est juste plus mis d'accord, mais ça n'a pas changé notre manière de faire la publicité. Je crois qu'il y a un monsieur qui voulait me poser une question, là. Peut-être ça sera peut-être la dernière. Ça dépend si la question peut être... Je vais essayer de faire rapide. Bonjour, je suis Frédéric Defaille. Je représente la société Infor, éditeur de logiciels, 4e éditeur de logiciels ERP au monde. J'ai une question qui est très simple. Vous avez très bien expliqué tout ce qui était autour du contrôle d'authenticité. Donc c'est la première étape. Ensuite, le contenu est mis dans la nature. Et là, on n'est pas à l'abri de fausses publicités, de faux messages, d'invention de fausses pustules, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Et donc, j'avais 2 questions simples. C'est comment ça peut impacter votre business en tant que créateur, même si normalement vous devriez être moins éclaboussé, vous pourriez peut-être l'être quand même. Et puis deuxième question, c'est est-ce que, comme certains politiques le proposent, vous êtes pour la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux? Qui veut répondre? Sur la première partie, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que vous faisiez référence au fait qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour être contre des marques? D'accord, ok.
Si on prend un exemple parallèle qui n'est pas exactement ce dont on parlait, c'est les Jeux Olympiques. Tout a été fait pour lancer énormément de messages négatifs, etc., que certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Bon, puis après, à la fin, on a vu la réalité revenir. Et ben, comment ce type de message sur les marques que vous adressez et sur lesquelles vous générez du contenu, comment ça peut négativement vous influencer et comment vous vous protégez? Ok, alors sur cette partie-là, alors personne, je pense, n'a été payé pour mettre à mal la marque Jeux Olympiques ou JO 2024. Oui. Je fais partie de la team, je suis sûre que ça va être nul, et j'ai eu tort, c'était pas nul. Vraiment, très clairement. Donc, et j'ai été payée par personne pour ça. On était juste persuadés que ça allait être mal organisé, etc. Mais si je peux me permettre, il y a eu des... Je sais pas si c'est de ça dont vous parlez, il y a eu des fausses, entre guillemets, communications. Et notamment, par exemple, moi j'ai vu passer un truc avec un sportif qui s'était fait soi-disant fracasser sa voiture, etc. Et en fait, tout ça, c'était des fausses informations qui avaient été véhiculées notamment par des influenceurs pro-russes, etc. C'est de ça dont vous parliez ou pas? Entre autres, de fake news. Par rapport aux JO, oui. Par rapport aux marques, il y a également énormément de commentaires qui sont uniquement déclarés. Et derrière, il faut rétablir la vérité. Donc comment c'est fait? Comment ça peut vous influencer? C'est de la communication de crise. Là, effectivement, on rentre dans la communication de crise. Quand on est des talents, de toute manière, il faut apporter tout de suite une réponse. C'est des attaques. Mais vraiment, on est en crise. Vous avez peut-être l'un ou l'autre un avis sur la deuxième question qui était l'anonymat des créateurs de comptes sur les réseaux. Déjà, il faudra expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas d'anonymat. En fait, aujourd'hui, quand vous publiez quelque chose et que tout le monde vous peut vous insultez, je suis désolé, vous avez une adresse IP, vous êtes identifié. Donc en fait, c'est le propre. Nous, s'il y a des gens qui nous insultent ou mettent des commentaires, on va signaler, on va attaquer les personnes concernées. Donc je pense que la question ne se pose pas. C'est vrai qu'on a des plateformes. Vous aviez avant à cette table ronde, ici sur cette scène, Fabienne Arata, la patronne de LinkedIn. Des plateformes qui sont un petit peu moins anonymes, où effectivement, je pense qu'on se met un peu plus en avant. Mais de plus en plus, de toute façon, les plateformes vous demandent une vérification de profil. De plus en plus, mais je pense qu'il n'y a pas d'impunité, mais il faut attaquer régulièrement les personnalités qui se permettent sous un pseudo d'insulter, d'attaquer ou d'avoir des propos racistes, antisémites ou autres. Oui, parce qu'une chose est d'avoir un profil avec un pseudo, on va dire, et une autre est d'avoir... c'est presque une barrière psychologique. Voilà, en fait, c'est parce ça. Que dans la si pratique, vous êtes attaqué par quelqu'un qui a un pseudo... Il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas le niveau de responsabilité dans lequel ils s'embarquent sur des prises de parole qui sont litigieuses. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un droit de plus en plus, qui existe de plus en plus pour faire respecter les droits des gens qui sont cyberharcelés, par exemple, y compris par des gens qui sont sous pseudo, et que si vous faites une action, on peut évidemment, ce que disait Geoffrey Larocca, c'est tout à fait juste, identifier votre profil, même si vous agissez et vous insultez les autres avec un pseudo. Donc ça existe déjà. Et les plateformes, de plus en plus, demandent des vérifications de profil. Enfin, en tout cas, vous garantissent une audience supplémentaire si vous authentifiez votre profil avec des pièces d'identité et tout ça. Et sur votre premier point, je pense qu'il faut rappeler ce que sont les médias traditionnels ou les influenceurs qui s'organisent autour d'associations qui sont crédibles. Et je pense qu'il faut que les marques aient une responsabilité de choisir aussi l'écrin dans lequel elles vont diffuser leur publicité, de choisir les personnes avec lesquelles elles travaillent. Mais il y a une différence de responsabilité entre des marques ou des agences qui font partie de cette organisation ou des marques médias comme les nôtres qui ont une responsabilité, je vous le disais, pénale. Et je pense que c'est important. Voilà, nous, on a des journalistes. C'est d'ailleurs, il faut rappeler, il y a quand même 70% des budgets publicitaires qui vont sur les plateformes directement. Facebook, donc Meta, Amazon, TikTok, etc. Il y en a de moins en moins sur les médias traditionnels. Et c'est un drame. Et c'est un drame aussi pour l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment... Pourquoi les gens croient un petit peu tout ce qu'on leur raconte? Parce que les médias traditionnels n'ont plus les moyens d'avoir assez de journalistes pour débunker des fake news. Et je pense que c'est essentiel, c'est notre responsabilité. Alors on veut bien la porter seule, mais on la porte un petit peu tous en groupe. Merci infiniment. Merci à tous les 5. Ce talk touche à sa fin. On va devoir enchaîner.